Bienvenue, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres. Des prédictions qui se concrétisent sur l'avenir politique de l'Afrique du Sud. L'ANC aurait pour le moment 42% des voix selon des résultats partiels, bien au-dessous de la majorité absolue. Le chef de l'État sénégalais effectue une première visite dans des pays de l'Alliance des États du Sahel. Bassirou Diomaye Faye s'est d'abord rendu au Mali pour évoquer notamment la question de la CEDEAO. Plus d'1 milliard d'euros, c'est ce que la délégation gabonaise a pu mobiliser à Paris. À quoi servira cet argent? Nous poserons la question au ministre de l'économie, Maïs Moïsi. Les résultats partiels des législatives en Afrique du Sud confirment donc les sondages. Un tiers du dépouillement indiquerait un net recul de l'ANC au pouvoir avec 42,31% des suffrages exprimés, soit bien en dessous de la majorité absolue qu'il détient actuellement au Parlement. Le Congrès national africain se trouve ainsi en mauvaise posture après 30 ans d'hégémonie. Mais les grandes villes, notamment Durban et Johannesburg, n'apparaissent pas encore dans ce décompte qui doit se poursuivre vendredi. Allez, on fait le point avec notre correspondant en Afrique du Sud. Lentement mais sûrement, le paysage politique sud-africain des 5 prochaines années se dessine. La commission électorale indépendante a annoncé les résultats sur 34,5% de bulletins dépouillés. Et ils sont les suivants: ANC 42%, Alliance démocratique 25%, MK 9%. Ça veut dire donc que le parti au pouvoir n'a pas la majorité absolue. Ça veut aussi dire que le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique de John Steenhuisen, garde sa position de deuxième parti dans le pays. Et aussi, il garderait le contrôle de la province du Cap qu'il gouverne depuis 2009. Ça veut aussi dire que le parti de l'ancien président Jacob Zuma arriverait en 3e position. Mais là, il faut être très prudent car il est vraiment au coude à coude avec le parti de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique. Dernier renseignement de ces derniers résultats, l'Alliance patriotique, un petit parti métis nationaliste qui arriverait en 5e position. La commission électorale affirme qu'elle aura les résultats d'ici dimanche. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé vers la mi-journée à Bamako pour une visite diplomatique. Il a été accueilli à l'aéroport par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. L'intégration et les échanges économiques ont été au cœur des discussions. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Cette visite s'inscrit, selon la présidence de la République du Sénégal, dans le cadre des renforcements des relations historiques, des relations amicales entre le Sénégal et le Mali. Une relation qui a été un temps refroidie ces dernières années sous le régime du président Macky Sall, avec en 2022 la fermeture des frontières entre les deux pays, des frontières qui ont été réouvertes depuis la question centrale de la visite et l'intégration. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté avec fracas la CEDEAO il y a quelques mois, l'organisme communautaire à la CEDEAO. Et lors de sa dernière visite au Nigeria, le président Bassirou Diomaye Faye avait évoqué ce sujet avec le président nigérian Bola Tinubu, le fait de faire revenir ces 3 États dans la CEDEAO. L'autre question centrale de la visite est l'économie. Le Mali et le Sénégal entretiennent des relations économiques fortes. Le Mali dépendant notamment du port de Dakar, largement pour l'acheminement de son fret maritime. Le président Bassirou Diomaye Faye effectue ainsi avec cette visite au Mali la boucle des voisins après des visites en Mauritanie, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Il est attendu dans la soirée à Ouagadougou. Il va rencontrer le président burkinabé Ibrahim Traoré. Au Rwanda, ce jeudi 30 mai était le dernier délai pour déposer les dossiers de candidature aux élections du 15 juillet prochain. Au total, 9 personnes veulent affronter le président Paul Kagame dans les urnes, dont Diane Wegara, virulente critique du régime, qui n'avait pas pu participer au dernier scrutin en 2017. À Kigali, notre correspondant Clément Diroma l'a rencontré.
La femme d'affaires et militante politique rwandaise Diane Rwigara est l'une des rares opposantes du président Paul Kagame et de son parti, le Front patriotique rwandais, à résider actuellement dans le pays. Elle s'est rendue ce jeudi à la commission électorale pour déposer son dossier en tant qu'indépendante en vue de la présidentielle prévue le 15 juillet prochain. Elle espère ainsi peut-être faire face au chef d'État qui brigue un 4e mandat après 24 ans au pouvoir. Je suis sûre, je pense que j'ai ce qu'il faut pour apporter le changement nécessaire, que ce soit le changement économique, que ce soit le changement politique ou social. J'ai ce qu'il faut pour contribuer au développement de mon pays. J'espère que 2024 sera différent de 2017 et que mes droits et les droits des autres seront plus respectés. En 2017, la commission électorale soupçonnait des falsifications de documents dans le dossier de Diane Rwigara et avait rejeté sa candidature à la magistrature suprême. Elle avait été par la suite arrêtée par les autorités pour contrefaçon avant d'être finalement acquittée un an plus tard. Après la mort de son père, l'homme d'affaires Assinapol Rwigara, dans un accident de la route en 2015, bien la famille Rwigara avait dénoncé un acharnement du pouvoir rwandais à son encontre à l'époque. Kigali avait démenti. Enfin, deux autres opposants rwandais précédemment condamnés, Victoire Ingabire et Bernard Taganda, ne pourront pas se présenter à la présidentielle cette année puisque leurs droits politiques n'ont pas été réhabilités par la justice. Brice Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, est actuellement à Paris. Il est à la tête d'une délégation avec pour mission opération séduction commerciale. À l'agenda, un forum d'affaires réunissant près de 600 chefs d'entreprise gabonais et français, avec à la clé plusieurs contrats signés pour un montant total de plus d'1 milliard d'euros. Maïs Mouissi fait aussi partie de cette délégation. Le ministre de l'économie est avec nous ce soir. Bienvenue, monsieur le ministre. Alors, vous avez rapporté de contrats juteux. Quel type de contrat ? Écoutez, nous sommes venus ici pour rénover le partenariat économique entre le Gabon et la France et le moderniser. Nous avons apporté avec nous des chefs d'entreprise gabonais qui sont venus discuter directement avec leurs homologues français, faire du B2B et générer des contrats qui doivent permettre d'appuyer le processus de modernisation du pays que le président de la République a engagé depuis le mois de septembre, notamment dans notre pays. Alors, quel type de garantie pour pouvoir obtenir en échange, en contrepartie, vous avez donné en garantie ? Non, nous sommes là pour faire du business. Nous sommes là pour vendre la destination au Gabon. Il n'y a pas de garantie que nous donnons. Nous présentons un certain nombre d'opportunités à tous les hommes d'affaires en France et ailleurs qui veulent bien venir investir au Gabon. Aujourd'hui, le président est en France, mais il y a quelques mois, il était dans d'autres pays, notamment au Moyen-Orient, et nous avons fait les mêmes propositions. Nous avons des projets. Le président a un certain nombre de projets pour notre pays, pour la période de la transition, et nous avons fait en sorte de trouver des financements pour réaliser ces projets parce que nous sommes engagés avec le président pour concrétiser des choses et sortir d'une logique où la relation n'était que politique et diplomatique. Nous voulons une dimension économique qui portera le développement, y compris au-delà de la transition. Oui, mais vous savez que pour pouvoir assurer des contrats économiques, il faut également assurer des garanties politiques. Pour les investisseurs, ils ont besoin de stabilité politique. Est-ce que vous pouvez garantir également cette stabilité politique ? Écoutez, madame, nous attendions à ce forum une 50aine d'entreprises françaises. Elles étaient bien plus que 100. C'est donc là la preuve qu'il y a, depuis le mois d'août, une attractivité qui est claire, qui repose sur un certain nombre de fondamentaux que le président a mis en place dès son arrivée à la tête de l'État. Premièrement, une transition de progrès, une transition exemplaire. Deuxièmement, une transparence dans la gestion et les actions que nous posons. Troisièmement, une lutte acharnée contre la corruption. Et quatrièmement, un ensemble d'engagements pris au service des populations pour améliorer leur bien-être. C'est ce que nous vendons à nos partenaires et c'est ce dans quoi ils sont venus investir lors du forum. Et donc à la clé, je le disais, vous avez réussi à avoir un gros chèque de plus d'1 milliard d'euros. Pour le Gabonais moyen, lambda, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va lui rapporter ? Alors, nous sommes venus ici pour rechercher des financements pour moderniser le chemin de fer. Pourquoi ? Parce que c'est une dorsale importante qui permet de transporter les marchandises, de transporter les personnes et surtout de transporter le minerai de manganèse dont le Gabon est l'un des principaux producteurs dans le monde. Nous avons également signé des contrats visant à densifier la production d'énergie et la distribution, ainsi que dans le secteur de l'eau, de façon à faire en sorte que les Gabonais puissent tous avoir de l'eau au robinet. C'est un besoin de base et c'est l'un des combats du quotidien du président.
Nous avons également signé des MOU dans le cadre de la construction et l'aménagement des routes, de façon à mieux relier les provinces entre elles et la capitale entre les provinces. Je ne vais pas tous les citer, mais l'enjeu de tous ces contrats aussi est de créer de l'emploi, parce que nous avons trouvé le pays avec une situation de l'emploi particulièrement précaire, particulièrement terrible. C'est 33% de taux de chômage et l'un des combats quotidiens du président est d'essayer d'apporter des solutions qui soient des solutions concrètes. Et nous pensons qu'avec les contrats et les projets que nous avons initiés ici, il va avoir un impact sensible sur la création d'emplois. Alors vous parliez de l'eau, justement, vous venez d'achever un mois de dialogue national, vous avez eu des milliers de doléances et notamment l'accès à l'eau. Est-ce qu'on peut y revenir justement? Quelles sont les mesures concrètes qui vont être mises en place ou alors qui ont commencé déjà à être mises en place? Je vous remercie de parler du dialogue national. D'abord, je voudrais dire que la transition s'est engagée dans un calendrier qui a été rendu public dès les premiers jours de la transition. Nous voulons une transition qui soit une transition de 2 ans et le dialogue national inclusif était l'un des jalons importants. Nous avons réuni des Gabonais par centaines pour qu'ils puissent indiquer la voie et ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent de leur pays post-transition. En ce qui concerne la question de l'eau, comme je l'indiquais, nous sommes engagés avec le ministre de l'Énergie sous les instructions du président de la République pour trouver des solutions. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, en 2024, nous ayons des quartiers qui soient totalement privés d'eau, où il faut parfois faire des forages en plein centre-ville pour pouvoir avoir de l'eau au robinet. Nous essayons d'avoir un réseau qui soit un réseau ordonné. Nous travaillons à cela, à apporter des solutions et nous nous adressons aux meilleurs dans le monde sur ces questions-là pour voir comment nous pouvons tisser des partenariats pour améliorer notre propre système localement. Alors après le coup d'État, avant le coup d'État, les attentes de la population étaient déjà immenses. On va d'abord écouter un sonore et après on réagira. J'ai servi mon pays avec dévouement. J'ai participé à toutes les missions. Mais j'ai fait 34 ans durant. 34 ans, 6 mois et 10 jours. Sous le drapeau. Je sors là et saurai et personne ne pense même à moi. Alors, vous l'avez compris, on va évoquer parmi les doléances la question des retraites, du paiement des retraites. C'est une question importante et je dois dire à mon compatriote que je viens d'entendre que c'est l'un des sujets qui a occupé le gouvernement de transition dès le premier jour. Il y a une volonté, effectivement, de faire 2 choses en ce qui concerne les retraites et que nous avons fait. Premièrement, nous avons payé les rappels de retraite. Nous les avons payés, c'est le président de la République qui a initié et nous les avons payés. Deuxièmement, il y avait un décalage entre le niveau des pensions de retraite et le nouveau système de rémunération. Nous avons fait l'arrimage. Ça veut dire que pour certains retraités, il y a eu une double augmentation des pensions par l'arrimage et par le rappel. Et justement, ce sont les injustices qui ont conduit à l'action militaire dont nous avons parlé, dont nous parlons aujourd'hui. Et nous sommes en train d'essayer de réparer ces plaies. C'est la raison pour laquelle nous avons créé de l'emploi dans l'administration publique, 18 000 postes. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines semaines, nous allons organiser un forum de l'emploi privé pour créer plus d'emplois. Nous avons travaillé sur les retraites, nous avons travaillé sur les bourses. Tout ceci en seulement 9 mois aux affaires. Rapidement, Monsieur le Ministre, est-ce qu'on peut parler du dossier des biens mal acquis sous l'ère Bongo? Où en est l'instruction? Alors, nous avons fait plusieurs choses. D'abord, il y a une task force sur Delta Synergie, qui était la holding de la famille Bongo, pour avoir une meilleure visibilité là-dessus. Le ministère de la Justice travaille aussi en étroite collaboration avec les juridictions internationales pour voir ce qu'il est possible de faire. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes et il y a une volonté aussi de faire la lumière sur ces dossiers-là. Et c'est ce que nous souhaitons avec le président de la République, naturellement. Une affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir... Merci, Madame. Direction à présent le centre culturel Mokili Napoche en RDC, en plein cœur de la capitale Kinshasa. Le centre accueille des enfants qui vivent dans la rue. On les appelle les Chégués. Ils ont décidé d'enregistrer un album de rap. Ils peuvent ainsi raconter leurs histoires tout en soignant leur traumatisme. Reportage Aurélie Bazara Kibongoula. Session d'enregistrement au studio Kebla. L'équipe peaufine leurs textes et arrangements
Des morceaux de rap créés par des Chégués, des enfants qui vivent dans les rues de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, ils travaillent sur leur prochain album. Attends la fin du passage, tu comprends? Les flots sont intenses, les textes engagés, directement inspirés de leur quotidien, comme le morceau Veste Yamanza, une inspiration de Biggie, 20 ans. Je parle des réalités de la vie dans mes chansons, l'électricité, l'eau, tout est devenu cher. J'espère que ma vie va changer et que je serai en mesure d'aider ma famille et, si possible, les personnes qui souffrent. C'est parce que ces enfants ont des choses à dire que Cédric Chibalanga a lancé le projet. Nous avons aménagé notre studio de cette manière, avec des petites lumières pour créer un peu cette ambiance. Il accompagne les jeunes Chégués depuis 6 ans à travers son centre culturel Mokili Napoche. Ici, ils ont créé leur propre style, le rap gang. Pour eux, c'est une façon d'exprimer leur vécu, leur quotidien, c'est-à-dire le viol, le vol, la drogue. Et c'est avec le rap gang qu'ils essayent d'expliquer un peu leur situation. Une situation difficile que le groupe tient à nous montrer. Les enfants nous conduisent à Paris 9, le surnom qu'ils donnent à une ruelle insalubre qui leur sert de repère. Dans une chanson, je dis ils s'empressent d'avoir des enfants, mais ils ne sont pas là pour les élever. On vit comme ça, seul, ce n'est pas normal. Mes parents m'ont abandonné. Je rappe pour essayer de m'en sortir et que mes enfants ne vivent pas cette situation. Rapper pour oublier un quotidien difficile, mais aussi pour être artiste, un statut qui leur permet d'échapper un peu aux bagarres entre bandes rivales. Un peu de musique pour terminer cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.